Non. Mesdames et messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la police nationale congolaise, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, en conformité avec les dispositions de l'article 115, alinéa 1er, point 1 de la Constitution, et 83, alinéa 1er, point 1 du règlement intérieur du Sénat, nous nous retrouvons ce jour, 15 septembre 2025, en séance plénière, pour l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2025, consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2026. Avant toute chose, permettez-moi au nom des membres du bureau du Sénat, des honorables sénatrices et sénateurs et au mien propre, de souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui nous font l'honneur important pour la vie de notre nation. Notre pays fait actuellement face à des défis sécuritaires, politiques, économiques et financiers qui nécessitent des solutions coordonnées et pragmatiques. Face à ces défis, il incombe aux sénateurs, aux membres du bureau et à moi-même de faire preuve d'un engagement loyal aux côtés de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, et garant du bon fonctionnement des institutions. Cette loyauté nous mènera à prendre des décisions, à formuler des recommandations susceptibles d'avoir une influence directe sur l'évolution politique, économique et sociale du pays, dans le but de consolider l'unité et la cohésion nationale. Nous nous y engageons. L'actualité politique récente a été marquée par le remaniement du gouvernement, à l'occasion duquel 3 de nos collègues, à savoir les honorables José Mpanda, Justin Kalumba et Arlette Bahati, ont été appelés à exercer des fonctions ministérielles. En félicitant nos collègues précités, ainsi que l'ensemble de la nouvelle équipe gouvernementale, je tiens à remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a maintenu son élan d'ouverture à l'opposition républicaine et à la société civile, dans un esprit d'unité et de cohésion nationale. J'encourage cette équipe à s'investir pleinement au service de la nation, en menant des actions concrètes pour relever les nombreux défis auxquels nos populations sont confrontées. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, permettez-moi, au nom de notre Chambre, de saluer les avancées diplomatiques réalisées par le gouvernement, la République, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. En effet, par sa diplomatie agissante, la République démocratique du Congo a renforcé sa position internationale, comme en témoigne son élection comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et à la vice-présidence de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Dans le même élan, il convient de mentionner l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre notre pays et le Rwanda, sous la médiation des États-Unis d'Amérique, ainsi que la déclaration de principe conclue
le 19 juillet 2025 à Doha, entre le gouvernement et le M23 sous l'égide du Qatar. Ces démarches illustrent l'engagement constant de notre pays en faveur de la paix et du dialogue. En ce qui concerne le dialogue, le Sénat appuie l'approche préconisée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, à savoir, et sous son impulsion, un dialogue politique inclusif et spécifiquement congolais, dans une perspective républicaine pour la souveraineté nationale. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, notre Chambre a participé à plusieurs activités importantes, notamment la journée d'intégration africaine tenue à Benguela, en Angola, la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Paris, en France, la 6e conférence mondiale des présidents des parlements organisée par l'Union interparlementaire en partenariat avec les Nations Unies à Genève, en Suisse. Au cours de chacune de ces rencontres, nous avons systématiquement évoqué la situation sécuritaire préoccupante que connaît notre pays depuis plus de 3 décennies, marquée par de nombreuses pertes en vies humaines, des déplacements forcés des populations et le pillage continu de nos ressources naturelles. En marge de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Sénat de la République démocratique du Congo et le Sénat de la République française ont signé un protocole d'accord de coopération axé sur le renforcement des capacités institutionnelles et l'échange d'expériences. Cet accord concerne l'organisation pour les 2 Sénats et leur personnel administratif respectif d'un cadre de partage d'expériences dans des domaines tels que l'organisation et le fonctionnement des commissions parlementaires, les procédures législatives, le contrôle de l'action gouvernementale, l'évaluation des politiques publiques, la décentralisation et les finances locales. Il comprend également des aspects liés à la diplomatie parlementaire, à l'autonomie financière et administrative, à la numérisation des travaux parlementaires ainsi qu'au système d'information et de communication institutionnelle. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la question de la justice constitue l'un des principes fondamentaux de l'état de droit et de la démocratie. Les réalités judiciaires de l'heure, bien que complexes, sont au cœur de la consolidation de la paix et de la stabilité du développement de notre pays. C'est à ce titre que le Sénat invite le gouvernement à renforcer l'application des lois existantes, afin que celles-ci produisent pleinement leur effet pour lutter contre l'impunité et assurer un accès égal à la justice pour tous. Il en va, à travers des actions concrètes, de la crédibilité de nos institutions, de la confiance de notre peuple et du respect de notre pays dans le concert des nations. Ces actions passent par le renforcement de la lutte contre la corruption, l'amélioration des conditions de travail des magistrats, le rapprochement de la justice des justiciables et la modernisation des infrastructures de nos juridictions. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la paix et la sécurité garantissent l'existence de tout État et demeurent le socle de toute ambition de développement. À ce sujet, point n'est besoin de rappeler que la situation sécuritaire reste préoccupante à l'est du pays, notamment en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, comme en témoignent les récents massacres perpétrés par les ADF dans les territoires de Béni. La situation à l'ouest, notamment dans les provinces de Maïndombe, Kouan, Kwilu, Congo central et dans la commune urbano-rurale de Malungu, demeure préoccupante. Les mêmes phénomènes décriés lors de nos précédentes sessions persistent, compromettant la tranquillité de nos populations. Les braquages en plein jour, les enlèvements contre rançon et plusieurs autres actes criminels ne font que grandir la désolation du quotidien de nos populations. À ces menaces contre l'intégrité physique de nos populations et contre leurs biens s'ajoutent dorénavant les menaces immatérielles par la cybercriminalité et le recours
abusif à l'intelligence artificielle, la propagation des fausses informations visant à fragiliser et à déstabiliser notre pays. Face à ces défis, le Sénat salue la récente promulgation de la loi sur la programmation de la police nationale congolaise, qui fixe un cadre pluriannuel pour le renforcement des capacités, à travers notamment ses effectifs, son équipement et sa modernisation. Au demeurant, j'encourage le gouvernement à accélérer la mise en œuvre de cette loi, afin que la lutte contre la criminalité soit menée avec des moyens adaptés et un professionnalisme irréprochable. La gestion efficace des frontières nationales représente un enjeu prioritaire. Face aux défis posés par les infiltrations, les trafics illicites et la circulation non réglementée des armes, il est essentiel que les services de l'État, responsables de la migration et de l'importation, ainsi que les forces de sécurité, renforcent leur coordination et développent leurs capacités opérationnelles. J'encourage ici l'initiative de doter notre pays des technologies appropriées pour l'observation et la surveillance stratégique de nos frontières, afin de mieux les contrôler et anticiper les menaces. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, le Sénat accorde une grande importance au social de la population. En effet, le secteur social a toujours été une référence fondamentale qui oriente le gouvernement dans l'accomplissement de ses missions. Point de besoin de rappeler qu'en dépit des efforts fournis, ceux dans un contexte économique mondial difficile, le coût des produits de première nécessité ne cesse d'augmenter, affectant le pouvoir d'achat des ménages. D'autres défis sociaux persistent, avec acuité dans notre vécu quotidien, et appellent du gouvernement des solutions idoines et urgentes, avec notre concours. Notre capitale, ainsi que certaines autres villes, font face à des embouteillages de plus en plus inquiétants et à une grande insalubrité. Ceci affecte la santé de nos populations et impacte négativement la productivité des travailleurs ainsi que le rendement des élèves, des étudiants et de tant d'autres personnes. S'agissant de la jeunesse congolaise, qui constitue la majorité de notre population, j'exhorte le gouvernement à continuer à lui accorder plus d'attention et on appelle à un sursaut de responsabilité collective pour son encadrement. Des politiques publiques courageuses peuvent véritablement favoriser son insertion professionnelle et promouvoir son épanouissement. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, l'occupation illégale d'une partie du territoire national a occasionné un nombre considérable de déplacés internes, vivant pour la plupart des conditions d'extrême vulnérabilité, sans accès suffisant à l'eau potable, aux soins de santé de qualité, à la nourriture et à l'éducation. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel au gouvernement, aux organismes humanitaires, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires bi- et multilatéraux, d'intensifier les efforts visant à garantir l'accès à l'aide humanitaire aux zones actuellement occupées où les populations vivent dans l'incertitude. Toujours sur ce plan social, je tiens à rappeler que notre pays est confronté de plusieurs épidémies, notamment le choléra, la rougeole, l'Ebola et le Mpox, qui continuent de menacer la vie de nos concitoyens. Ces maladies qui peuvent être évitées emportent encore des vies précieuses et fragilisent des familles entières. Je voudrais saluer les efforts du gouvernement pour contenir ces épidémies. Toutefois, les réalités sur ce terrain nous invitent à renforcer notre engagement collectif. Le Sénat recommande de renforcer les campagnes de vaccination, d'améliorer la couverture santé universelle et d'accroître les efforts de prévention et de sensibilisation. J'en appelle également à la responsabilité de notre population, qui doit contribuer à cette lutte en respectant les mesures et préventions d'hygiène recommandées par les autorités sanitaires. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, le réchauffement climatique est un phénomène reconnu. La question environnementale demeure importante pour l'avenir du pays et du monde.
La République démocratique du Congo, au-delà de ses ressources minières, joue un rôle écologique majeur en abritant 62% du bassin du Congo, ce qui en fait un pays solution et un acteur clé dans la résolution du climat mondial. Cependant, la République démocratique du Congo rencontre divers défis environnementaux internes. Les grandes villes du pays sont confrontées à des problèmes de gestion des déchets et à des inondations régulières susceptibles d'affecter des infrastructures, la santé publique et la situation sociale. À l'approche de la saison des pluies, j'invite le gouvernement à mettre en place des mesures nécessaires afin que cette période ne constitue pas une source d'inquiétude pour la population, notamment à Kinshasa. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, la consolidation de notre jeune démocratie passe inévitablement par le renforcement de la gouvernance des provinces, dont nous, sénateurs, sommes l'émanation, et des entités territoriales décentralisées. Leur bon fonctionnement conditionne non seulement la qualité de notre démocratie à la base, mais aussi l'efficacité de l'action publique. Cependant, plusieurs provinces et entités territoriales décentralisées rencontrent actuellement des difficultés importantes, notamment en termes de ressources financières insuffisantes, de capacités techniques limitées, d'une coordination interinstitutionnelle faible et d'instabilité politique. Le Sénat a par ailleurs reçu plusieurs correspondances concernant des conflits liés à la désignation non conforme d'animateurs au sein de certains secteurs et chefferies. D'autres tensions communautaires persistent dans divers groupes et villages, présentant des risques potentiels de la sécurité nationale qui ne sont pas traités de manière appropriée. Il convient également de mentionner les différents opposants les conseillers communaux au groupe qui constituent un enjeu non négligeable. Le gouvernement devra examiner l'ensemble de ces questions conformément aux lois en vigueur. Je réitère en outre l'importance d'une application sans faille des dispositions constitutionnelles et légales relatives d'une part au principe de subsidiarité et d'autre part à la mise en œuvre effective de la Caisse nationale de péréquation. Honorables sénatrices, sénateurs et chers collègues, les infrastructures constituent l'ossature sur laquelle repose la transformation économique et sociale de toute nation. Sans route praticable, sans pont fiable, sans réseau énergétique et de communication performant, aucun développement durable n'est envisageable. Le Sénat note avec satisfaction le lancement des différents chantiers à travers le pays et encourage le gouvernement à poursuivre avec la même détermination leur achèvement. En ce qui concerne l'aménagement du territoire, la récente promulgation de la loi dans ce secteur marque un pas décisif dans la gestion rationnelle et équilibrée de nos espaces. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la session qui s'ouvre ce jour étant essentiellement budgétaire, le Sénat sera tenu, en temps opportun, d'examiner la loi de finances pour l'exercice 2026, dès qu'elle lui sera transmise par la Chambre seule. Le vote du budget, loin d'être un simple exercice constitutionnel de routine, auquel nous nous livrons chaque année, est en réalité la traduction en chiffres des charges de l'État, des moyens qu'il se propose de disposer pour les supporter, ce qui requiert de la rigueur, tant dans la maximisation des recettes que dans l'affectation des dépenses. À ce stade de mon allocution, qu'il me soit permis de noter avec satisfaction, nonobstant les conséquences néfastes liées à la guerre dans la partie orientale de notre pays, nous observons des signaux positifs dans la mobilisation des recettes du budget de l'exercice en cours. Cependant, sous réserve de la reddition des comptes du budget clos de l'exercice 2024 et celui en cours, leur exécution accuse des faiblesses qui affectent le bon fonctionnement des institutions. C'est ici l'occasion, chers collègues, de nous exhorter à plus de rigueur dans l'examen du projet de loi de finances de l'exercice
2026 et au suivi de son exécution à travers un contrôle parlementaire républicain. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, notre tâche s'annonce ardue et prenante. Nous avons l'obligation de mobiliser toutes nos forces afin de donner une fois de plus le meilleur de nous. Avant de clôturer mon propos, je vous invite à déposer vos rapports de vacances parlementaires conformément aux dispositions de l'article 240, alinéa 3 du règlement intérieur. Et sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. S'élever d'une voix, votre collaboration est vivement appréciée. Et nous demandons à la presse de précéder. On n'a pas le choix. Non, non, mais c'est bien. S'il vous plaît. C'est bon. T'as mis une belle veste. Je suis venu au Catalan. Très bien. J'aime bien Malikassi Natal. Voilà. Même si... Permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le seul maître de la totalité et de l'absolu, protecteur des opprimés et défenseur des justes. C'est lui qui sonde le cœur et les reins, qui voit tout, qui sait tout et qui peut tout. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais également vous souhaiter un bon retour dans cette salle de plénière après 3 mois de vacances rythmés par un travail parlementaire intense dans vos bases respectives. J'ai suivi avec la plus grande attention vos descentes sur terrain et vos actions au service de nos populations. Le bureau de l'Assemblée nationale est impatient d'exploiter vos rapports afin de porter les préoccupations de vos circonscriptions à l'attention des exécutifs pour une prise en charge appropriée. Je tiens aussi à exprimer toute ma solidarité aux collègues dont les circonscriptions restent encore sous occupation. Étant moi-même directement concerné, je partage leurs douleurs et celles de leurs électeurs, avec lesquels n'ont pas pu communier pleinement durant la période des vacances parlementaires. Honorables députés, estimés collègues, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de notre collègue, la regrettée Sophie Kakouji Yumba, élue de la circonscription de Kabalo dans le Tanganyika. Au nom de notre auguste chambre, je salue sa mémoire et réitère mes condoléances les plus émues à sa famille biologique et politique ainsi qu'à l'ensemble de la population de Kabalo. Mes pensées s'adressent également
à ceux parmi nous qui ont perdu des proches durant cette période. Même si je ne puis tous les citer, je vais les dire ici notre solidarité et notre compassion. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, au moment où je vous parle, l'Est de notre pays demeure en proie à des conflits armés d'une rare violence qui dure depuis 3 décennies. Les décomptes macabres des familles massacrées, des femmes violées, des villages incendiés et des vies brisées se poursuit encore avec des millions de déplacés sans abri, hélas. À Ituri, des groupes terroristes pillent, volent et massacrent. Le dernier massacre dans Mangujipa, dans le territoire de Lubero, est une illustration des affres que nous cessons de dénoncer et condamner. Au nord et au sud Kivu, la rébellion de M23, lourdement soutenue par le Rwanda, occupe illégalement et illégitimement une partie de notre territoire national, foulant au pied notre souveraineté et méprisant notre intégrité territoriale, pourtant inaliénable et non négociable. La gravité de la situation ne saurait s'accommoder ni de mollesse ni d'ambiguïté dans la condamnation de l'agression que nous subissons, attisée par la convoitise que suscite la fertilité de notre sol et la richesse de notre sous-sol. Comme je l'ai affirmé du haut de ce perchoir, et comme je l'ai rappelé à Montréal, à Canton, à Brazzaville, à Abidjan, à Cotonou, à Paris ou encore tout récemment à Genève, je condamne clairement et je condamnerai toujours la guerre injuste qui nous est imposée ainsi que toutes les mains qui y sont impliquées. Je le répète, je condamne clairement et je condamnerai toujours cette guerre injuste et tous ceux qui participent à cette funeste entreprise. À cet instant, je voudrais nous inviter à garder dans nos pensées le plus profondes les populations de l'Est de notre pays qui endurent des atrocités innommables. Cette solidarité s'adresse aussi à nos forces armées qui, avec l'appui héroïque des patriotes résistants Wazalendo, se battent jusqu'au sacrifice suprême pour défendre la patrie, préserver notre souveraineté et restaurer l'intégrité des territoires. Je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire de chacun de nos combattants tombés sur le champ d'honneur, autant qu'à l'ensemble de nos compatriotes qui ont perdu la vie à la suite de cette guerre injuste. Je vous remercie. Honorables députés, estimés collègues, avec votre concours, l'Assemblée nationale a engagé une action méthodique pour inscrire la question de la guerre à l'Est au cœur de l'agenda de la diplomatie parlementaire internationale. Cette démarche appuie les efforts inlassables et habiles du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel je rends ici un hommage mérité pour avoir fait le choix courageux de la paix, malgré la charge historique et émotionnelle que nous portons. Le processus de Washington et de Doha témoigne de son engagement en faveur d'une paix durable et d'une prospérité partagée dans la région des Grands Lacs. L'Assemblée nationale entend jouer pleinement son rôle en accompagnant le gouvernement vers une conclusion heureuse de ce processus. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, la session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui sera principalement consacrée à l'examen et à l'adoption
du projet de la loi des finances 2026 que j'ai eu l'honneur de recevoir des mains de Madame la Première ministre ce matin. Il nous revient, à notre qualité d'autorité budgétaire, de veiller à ce que les crédits budgétaires reflètent les priorités nationales. En premier lieu, le secteur de la défense nationale, de la sécurité et du maintien de l'ordre public devront recevoir des moyens à la hauteur des défis actuels, notamment pour renforcer nos capacités de dissuasion et améliorer les conditions de vie de nos hommes et femmes en uniforme. N'y a-t-il pas lieu aussi d'envisager une dotation spéciale d'appui aux patriotes résistants pour faciliter leur formation et favoriser un alignement sur les standards de notre armée en accord avec la législation en vigueur? Nous veillerons aussi à la qualité de la dépense publique, en privilégiant aussi bien les investissements structurants que les dépenses sociales essentielles, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie de transformation, l'énergie, l'éducation et la santé. La loi des finances 2026 devra répondre concrètement aux défis de l'industrialisation, à l'amélioration des infrastructures et de la fourniture des services publics, tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Je salue à cet égard la récente nomination au gouvernement d'anciens collègues députés, les honorables John Banza, Eliezer Tambwe et Théodore Kazadi, à des portefeuilles stratégiques liés à nos priorités nationales. Je ne doute pas de leur zèle ni de leur efficacité dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Notre attention se portera également sur les réformes visant à améliorer la mobilisation des recettes publiques par l'optimisation de la fiscalité, un meilleur encadrement de la parafiscalité, la lutte contre la corruption et l'écoulage des recettes, ainsi qu'une gestion saine et audacieuse de la dette publique et des partenariats publics-privés. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, au-delà du budget, nous examinerons plusieurs initiatives législatives d'intérêt national. Parmi elles, la proposition de loi modifiant et complétant les codes du travail, celle modifiant et complétant le code pénal congolais, visant respectivement à protéger la main-d'œuvre précaire et à renforcer la répression des infractions commises par des détenteurs de mandats publics. La proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie bénéficiera également de toute notre attention car elle constitue un instrument essentiel de cohésion nationale. En matière de contrôle parlementaire, j'invite la commission ECOFIN et les autres équipes de pêche sur le terrain pendant les vacances parlementaires à soumettre au bureau pour examiner en plénière les rapports des missions effectuées durant leurs vacances. La conférence des présidents se réunira très prochainement afin d'arrêter un calendrier harmonisé de nos travaux en prévision de notre prochaine séance plénière. Dans cet élan, la conférence examinera les voies et moyens de renforcer la collaboration entre les gouvernements et l'Assemblée nationale pour accélérer les réformes prioritaires inscrites à son programme. C'est pourquoi je me réjouis de la nomination des ministres d'État en charge des relations avec le Parlement. Je suis convaincu qu'il contribuera substantiellement à renforcer les passerelles de collaboration avec le gouvernement dans une démarche républicaine et constructive. Honorables députés, estimés collègues, je ne saurais clore cette allocution sans aborder avec froideur et sincérité
une question de première importance pour notre Assemblée. Comme vous l'aurez certainement deviné, il s'agit des soubresauts qui ont quelque peu ébranlé notre institution ces derniers jours. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. Sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je rappelle au souvenir de chacun d'entre nous que nous faisons face à une menace existentielle bien réelle, au moment où les forces négatives remettent en cause notre souveraineté nationale. Le peuple que nous représentons attend de nous une action motivée par l'unique désir de répondre à ces priorités, parmi lesquelles figure en bonne position la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, le renforcement de son pouvoir d'achat et la fourniture de services sociaux de base. Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution des garants du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences de présidents, des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux de jeunes parlementaires pour garantir une rentrée parlementaire apaisée. Placés sous les signes de la transparence, ces échanges très fructueux ont permis de lever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus. Une restitution plus complète vous sera faite à huis clos après le départ de nos invités et je l'espère, avec le concours actif des honorables députés pétitionnaires. Je voudrais ici saluer l'attitude républicaine des honorables députés nationaux, y compris certains parmi les pétitionnaires qui ont manifesté une réelle volonté de préserver la stabilité de nos institutions, de renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée nationale et de resserrer les rangs derrière le commandant suprême de nos forces armées. Je vous invite donc à la plus grande vigilance pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de renforcer de transformer une action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation. Honorables députés, estimés collègues, puisque dans une certaine mesure il s'agit de ma personne, souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple.
Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré le mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais aussi m'adresser aux jeunes parlementaires, véritables chevilles ouvrières de notre Assemblée, tant pour la production parlementaire que pour l'action politique. Mes chers jeunes, votre appel a été entendu et le bureau s'emploiera à créer les conditions de votre épanouissement, notamment à travers un plus large espace d'expression et des opportunités pour renforcer vos capacités. C'est d'abord pour répondre à vos besoins de formation que le bureau a entrepris de mettre en place une académie parlementaire en étroite collaboration avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, l'IAU, à travers l'École nationale d'administration ENA. Cette session budgétaire sera la vôtre. Je vous invite, vous, autant que l'ensemble des députés nationaux, élus légitimes de notre peuple et gardiens de ses aspirations, à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline pour offrir à ces peuples dont nous sommes les élus légitimes et les gardiens de ses aspirations la contrepartie de la confiance qu'il a placée en nous. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, permettez-moi de conclure cette adresse par une invocation des Saintes Écritures qui, dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. À notre peuple vaillant, je voudrais redire cette certitude. La paix finira par l'emporter, quelle que soit la durée de la guerre. Alors, notre pays retrouvera sa vocation naturelle, celle d'impulser le développement sur l'ensemble du continent. Nous travaillerons avec tous nos 9 voisins et le reste du monde pour donner à nos peuples respectifs ce à quoi ils aspirent. Nous ne demandons rien d'autre que de vivre en paix
avec tous les voisins et de tourner ensemble nos regards vers l'horizon qui conduira nos peuples respectifs au rendez-vous avec l'espérance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, que vive la paix, l'amour et la cohésion. Je vous remercie. Honorables députés, la session de septembre 2025, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est donc levée. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, journaliste, donc l'exploit est régulièrement signifié. Étant à ce niveau, il n'y a pas trouvé et nous parlons. Non. Est-ce qu'il a un matricule ici à la tendance? Là, nous sommes en face des pétitionnistes. Nous sommes venus déposer. Presque tous les bureaux sont fermés. Et quelqu'un vous allez là-bas. Nous sommes dans le 262, c'est-à-dire l'honorable président Vital Kamerhe n'a plus la majorité dans la chambre basse. Et nous sommes venus déposer la pétition pour les destituer pour incompétence. Il a demandé pardon. Les autres. Son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas. Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que qui s'excuse s'acquise. Il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différentes questions. Nous, on n'a pas eu l'élément.